si les invités de cette première table ronde peuvent me rejoindre sur la scène pour donc ce premier débat, loger pour réindustrialiser. J'appelle à me rejoindre Luc Rémont, président directeur général d'EDF, Marc-Antoine Jamet, secrétaire général LVMH et maire de Val-de-Reuil, Isabelle Le Callennec, maire de Vitré, bonjour à vous, Bruno Arcadipane, président du groupe Action Logement, vice-président du MEDEF, Valérie Devaux, présidente FFB Loire-Atlantique. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci et bonjour à tous. J'ajoute qu'on va parler dans un instant avec Pierre Matonnier, qui est le maire d'Aurillac. Il sera en visioconférence depuis sa ville, en direct live, donc pour ce sommet de la construction. Et je vais commencer par vous, Luc Rémont. Pour un très grand groupe comme EDF, évidemment, on imagine que le logement des salariés, c'est une question importante. Oui, bien sûr, c'est une question même cruciale dans certaines régions. Alors, elle est importante partout, mais il y a des régions dans lesquelles elle prend une dimension particulièrement cruciale, et j'en citerai quelques-unes. Je commencerai par les grands chantiers. Lorsque nous sommes appelés à construire 2 EPR en Normandie, ou un endroit où nous sommes proches de villes de taille moyenne, la construction d'un EPR, ça représente 10 000 salariés par jour, tous les jours pendant 7 à 10 ans. Et évidemment, quand vous avez autour de cet endroit des villes qui sont des villes de taille moyenne, qui font 20 000 habitants ou 30 000 habitants, c'est un changement fondamental de l'ensemble de l'écosystème. Et donc nous le prenons bien comme ça, avec l'ensemble des élus, pour préparer l'arrivée de ce grand chantier, faire en sorte que l'arrivée de ce grand chantier ne soit pas simplement subie par le territoire, mais qu'elle soit voulue par le territoire, et qu'ensuite ce soit une chance pour le territoire, et que l'assimilation temporaire en partie, mais souvent définitive pour aussi une partie des salariés qui seront sur place, puisse se faire dans les mêmes conditions. Le deuxième exemple, je prends des exemples qui sont un peu extrêmes, et puis ensuite j'en donnerai un dernier qui est proche. Le deuxième exemple sont les vallées. Nous avons, dans les vallées, nous avons beaucoup de barrages, et souvent, bien sûr, nous avons nos salariés qui sont au pied des barrages et qui doivent rester au pied des barrages pour des raisons d'astreinte. Et ces vallées, nos vallées, elles sont parfois lointaines, sont à plusieurs heures de la première ville. Et parmi nos priorités, bien sûr, il y a faire en sorte que le logement proposé à nos salariés et leur intégration dans l'écosystème local soit fort. Et le dernier exemple, c'est bien sûr, nous sommes présents partout. Et pour nos salariés, le logement dans les grandes villes, et notamment dans la région parisienne, représente désormais un problème de pouvoir d'achat. Donc voilà les 3 types de sujets qui, vus d'un groupe comme EDF, sont déterminants d'un point de vue de logement. Alors vous avez dit ce chantier pharaonique de construire 6 nouveaux réacteurs d'ici 2035, ça se passe essentiellement en zone rurale. Donc comment vous faites pour loger ces salariés? Première question. Deuxième question, est-ce que vous avez dit que vous discutiez avec les élus locaux? Est-ce que dans ces cas-là, on discute d'adapter les PLU? De quoi on parle exactement? Alors ça n'est pas qu'en zone rurale, parce que sur les 3 sites qui ont été sélectionnés pour les 6 EPR, donc il y a Panly, qui est effectivement en zone rurale, entre Dieppe et Le Havre. Il y a Gravelines. Gravelines, ce n'est pas une zone rurale, hein, c'est vraiment au milieu de l'ensemble de Dunkerque, et donc c'est dans la zone industrielle de Dunkerque, au milieu vraiment d'une zone qui est à la fois industrielle et urbaine. Et puis il y a Bugey, qui est une zone rurale, certes, mais dans une zone qui est quand même très industrialisée au milieu de la plaine de l'Ain. Et donc, chacune des situations est très différente. Et ce qui fait les conditions du succès, c'est notre capacité de déterminer avec les élus locaux la façon dont nous pouvons insérer le chantier dans le territoire pour qu'il perturbe le moins possible le territoire et qu'il constitue une chance pour le territoire. Et je dois dire que dans ces 3 cas, nous avons une coopération, une collaboration qui est ancienne et qui est très forte, parce que ce sont aussi des sites qui sont déjà nucléaires. Et donc nous avons cette collaboration depuis des décennies, et il s'agit simplement de la porter à un nouveau niveau pour accompagner les chantiers. Bien sûr, ça suppose des adaptations, pas seulement des PLU, mais de beaucoup de textes, et grâce notamment à la loi d'accélération du nucléaire qui vient de passer au Parlement, nous allons pouvoir gérer l'ensemble de ces adaptations de façon cohérente et sans prendre des délais les uns après les autres. Parce que la décarbonation, ça passe aussi par des actions sur l'habitat, notamment sur les transports. En fait, vous êtes au cœur des sujets d'aménagement du territoire.
Oui, c'est notre raison d'être chez EDF que d'apporter l'énergie la plus décarbonée et la plus efficace à nos concitoyens. Mais apporter l'énergie ne suffit pas. C'est l'usage de l'énergie qui compte. Et notre mission, c'est bien d'apporter à l'ensemble de nos concitoyens, qu'ils soient particuliers, collectivités ou industriels, non seulement l'énergie, notamment l'électricité décarbonée qui permet d'accomplir leur mission, mais aussi de les accompagner dans leurs usages pour permettre l'efficacité énergétique notamment. Et l'efficacité énergétique dans le logement, c'est un potentiel énorme qui suppose bien sûr de travailler sur la qualité de l'infrastructure elle-même, mais également d'accompagner tous nos concitoyens dans le pilotage de leurs usages, parce que le pilotage de l'usage, ça peut faire 30% d'économie d'énergie sans avoir commencé à toucher l'infrastructure. Et c'est bien là-dessus que EDF peut apporter des solutions à l'ensemble de nos concitoyens. Merci beaucoup, Luc Rémont. Je me tourne vers vous, Marc-Antoine Jamet. On ne présente plus la marque Monogramme, leader mondial du luxe, dont vous êtes, on peut toujours la présenter, dont vous êtes secrétaire général, mais aussi directeur immobilier. Avec 110 sites qui sont répartis sur tout le territoire, foule de nouveaux projets également. Est-ce que la zéro artificialisation nette, le fameux ZAN, change la donne pour vous ? Elle la change tout en ne la changeant pas. Quand on est en Champagne, quand on est en Cognac, quand on est à Grasse, il est difficile, compte tenu de l'importance que peut avoir le mètre carré agricole, de considérer qu'on pourrait y construire avec facilité. Je pense même qu'économiquement, sacrifier quelques hectares de Dom Pérignon pour y mettre des bureaux ne serait pas une très très bonne idée, à moins que nous nous mettions tous à l'eau de Vittel, ce qui est aussi une solution, mais l'eau étant rare également, mieux vaut boire du champagne. Vous m'y avez assis. On est d'accord. Vous êtes champenois, vous êtes donc d'accord. Bien évidemment, ça change la donne, parce que pèse sur nous, qui ne sommes une industrie ni chimique, ni pétrolière, ni nucléaire, Monsieur le Président, une obligation d'exemplarité, d'exceptionnalité et d'excellence qui est peut-être plus forte encore. C'est-à-dire que l'exigence de naturalité, l'exigence de non-pollution, l'exigence de rigueur absolue par rapport à la déforestation, dans une entreprise du luxe made in France, fabriquée en France, elle est évidemment totale, parce que nous, nos rapports ne sont pas B2B, mais B2C, et donc nos consommateurs et nos clients dans le monde entier l'attendent. Donc il y a un changement, ça met une pression supplémentaire. Une pression supplémentaire qu'on arrive, une fois encore, à gérer à peu près, mais qu'on arrive à gérer avec des difficultés. Alors il est clair que, d'abord, nous avons décidé de nous mettre majoritairement dans des bâtiments anciens. Le dernier atelier qui s'est fait à Vendôme, qui est un atelier de cuir précieux dans l'ancienne abbaye de la Trinité, le cloître, l'abbaye ont été choisis tout à fait spécifiquement parce que ça nous évitait des problèmes et des ennuis. On voit aussi que d'autres endroits, je pense à la Samaritaine, mais je pourrais penser aussi aux fontaines parfumées à Grasse, qui est un ancien cloître, c'est-à-dire l'endroit où on a remis tous nos parfumeurs, tous nos nez à Grasse. On choisit systématiquement des lieux anciens. Quand on ne les choisit pas, ça pose des problèmes. Ça peut poser des problèmes logistiques, ça peut poser des problèmes de sécurité. Par exemple, comment ne pas artificialiser les sols lorsque vous devez faire en sorte que des cuves de cognac qui ont l'air sympathiques lorsqu'elles sont dans des bouteilles d'1 litre sont, quand elles sont par hectolitre, des bombes ou des dangers incendiaires très très grands, et qu'on vous demande de prendre 4000 mètres de terrain pour 1000 mètres de chai. Donc là, la difficulté, elle devient grande. C'est à peu près la même également quand vous faites des parfums, puisque bien qu'on ne soit pas dans des sites Céveso, qu'est-ce que c'est que des parfums? On dit souvent, un peu à tort, que c'est de l'alcool et des fleurs. Les fleurs brûlent peu, mais l'alcool est un peu dangereux. Et donc, voilà, la zéro artificialisation, c'est compliqué. Et puis, ajoutons que dans tous nos sites logistiques, je pense à Cergy, je pense à d'autres endroits où nous avons des sites logistiques, le problème, c'est de construire en hauteur pour éviter de tomber dans un phénomène d'artificialisation des sols. Et évidemment, construire en hauteur, ça devient plus compliqué. Quand vous prenez un entrepôt logistique comme Cergy, comme on n'est pas tout à fait Amazon, l'idée qu'il faut mettre absolument partout des moyens de circulation verticale ou de circulation horizontale ou de circulation oblique qui fassent que les mezzanines, qui fassent que les étages puissent être desservis sans que nos salariés portent des charges absolument invraisemblables sur le dos et sans qu'en plus vous avez eu la gentillesse d'associer à LVMH la maison Louis Vuitton, on puisse dire c'est vraiment l'entrepôt le plus moche de la Terre qu'on a vu, 15 mètres de hauteur, ça fait X étages parisiens. Voilà, donc la zéro artificialisation, ça pose problème. D'un autre côté, notre slogan, c'est que nous rendons à la nature ce que nous lui avons emprunté. Donc on peut difficilement dire que zéro artificialisation
l'artificialisation, ce soit un slogan que nous ne suivions pas, même si peut-être c'est ce qu'il faudrait entendre. Et par exemple, on a défini avec l'UNESCO un moyen de rapporter la forêt, d'arrêter la déforestation, mais aussi de reforester, c'est compliqué, de refaire de la forêt sur 5 millions d'hectares en Amazonie. Donc, alors, on pratique parfois la compensation. Pour le ZAN Luc Rémond, il y a des exceptions pour les sites industriels, les sites dits d'intérêt public. Est-ce que vous pouvez en bénéficier, vous? Je crois qu'on n'est pas encore tout à fait au bout du débat là-dessus, parce que le ZAN passionne à juste titre toutes les régions dans lesquelles nous sommes implantés. Il y a effectivement des discussions parlementaires qui sont en cours sur les implications des grands chantiers pour le ZAN, dont je ne connais pas le résultat à ce stade. Mais évidemment, quand on parle d'implication de grands chantiers pour une région comme la Normandie, par exemple, évidemment, elles impliquent des conséquences potentielles. Après, un grand chantier n'est pas forcément non plus une artificialisation définitive d'une très très grande zone. On parle de centaines d'hectares, enfin d'une ou deux centaines d'hectares. C'est pas non plus quelque chose qui va occuper une zone définitive pour très longtemps. Donc c'est quelque chose que nous essayons de gérer dans les meilleures conditions possibles. Marc-Antoine Jammet, parlons de vos salariés, comme on l'a fait avec Luc Rémond. LVMH, évidemment, est propriétaire des hôtels Cheval Blanc de Courchevel et de Saint-Tropez. J'imagine que le logement des saisonniers sur ces lieux-là, ce n'est pas une chose simple. On a deux problèmes. On a le problème des salariés en région Île-de-France, où à la fois... où là, le logement est onéreux. Par exemple, sans aller jusqu'à Courchevel et à Cheval-Blanc, les gens qui travaillent tout autour de la maison traditionnelle de Louis Vuitton, qui est à Asnières, qui est une manufacture de commandes spéciales, qui sont des maroquiniers, des cordonniers, des tapissiers, des maltiers. On a un mal de chiens à les loger. Et par ailleurs, on a décidé récemment qu'il fallait verser aux gens qui étaient dans cette manufacture une prime supplémentaire. Mais vous avez raison, il y a un endroit où le problème n'est pas simplement que le logement est onéreux, il y a un endroit où le problème est que le logement est saturé. C'est-à-dire qu'à Courchevel, il est hors de question de faire habiter normalement nos salariés à moins de 30 km. Et 30 km à Courchevel, ça veut dire 2000 mètres en dénivelé, ça veut dire des routes verglacées, etc. L'été, Airbnb ayant absolument envahi tous les logements de Saint-Tropez, c'est pas possible non plus. Donc à ce moment-là, c'est nous qui les logeons. Sans ça, on est voilà. Et il est clair que là, dans ces zones, des logements réservés aux salariés qu'on essaie de construire parfois avec les communes, on a un assez beau plan avec Saint-Tropez dans pas longtemps, mais qui seraient réservés par d'autres moyens, sont absolument indispensables. Sans ça, c'est pas simplement le problème du logement de ces salariés, c'est le problème de leur préférence pour aller ailleurs et aller à l'étranger, là où les modes de logement sont examinés et préservés. Donc à Saint-Tropez par exemple ou à Courchevel, on loge nos salariés, on doit le faire à cause de ces tensions, mais voilà, c'est un vrai problème qui peut exister. J'ai parlé de la région parisienne. Vous avez parlé de Cheval Blanc et vous avez raison, puisque nos salariés vivent dans des endroits où, par définition, des touristes à revenus relativement élevés mettent les niveaux de loyer à un niveau beaucoup plus élevé. Mais je prendrais également nos gros bastions, c'est-à-dire Guerlain à Chartres ou Dior à Saint-Jean-de-Bray, près d'Orléans, qui doit être notre plus grande unité. On doit avoir 3000 personnes qui travaillent. C'est peu su, mais c'est l'ensemble des parfums Dior qui sont faits là. Et là, on doit passer avec des bailleurs ou avec des appart-hôtels, des conventions spéciales où nous, évidemment, nous aidons sur un tarif préférentiel ou un tarif réglementé. Je pense à Cap-Ouest à Chartres, je pense à Sémire à Rambouillet. Voilà, mais 3 endroits, 3 zones. L'Île-de-France, parce que c'est cher. Les stations balnéaires ou les stations de sport d'hiver, parce que c'est saturé. Les endroits où nous sommes nous-mêmes trop nombreux et donc nous contribuons à la saturation de marché. 3 endroits où il faudrait construire des logements et les construire sur un statut qui permette à des salariés d'y accéder. Alors, vous êtes venu avec votre double casquette, puisque vous êtes aussi maire de Val-de-Reuil. Dans votre commune aussi, est-ce que vous rencontrez des problèmes liés au logement des salariés et comment est-ce que vous les gérez? Bon, d'abord, je m'enorgueillis d'avoir un data center stratégique d'EDF. Je dis ça à mon voisin de gauche. Je lui signale que Orange en a construit 3. Il est très beau. Il est très beau, oui, il est très beau. Orange en a construit 3, donc s'il veut, il y a la place pour 2 autres. Mais écoutez, on est là. Non, profitez-en. Là, on est face à une absurdité. 15 000 emplois surqualifiés dans le numérique, dans la défense, c'est là où on construit les porte-avions, les sous-marins, Val-de-Reuil de la France. Dans la pharmacie, c'est la plus grosse usine de production de vaccins
non pas en France, non pas en Europe, mais au monde. Donc des gens qui sont biologistes, donc des gens qui sont informaticiens, donc des gens qui sont docteurs en pharmacie, donc des gens qui sont ingénieurs de l'armement. C'est une capitale des data centers, puisqu'on en a 4 ou 5 qui sont des data centers mis les uns à côté des autres, également pour des raisons de sécurité stratégique. Celui d'Orange gouverne tous nos portables. Celui, si je me rappelle bien, d'EDF n'est pas tout à fait étranger à la gestion des centrales nucléaires. Et donc ces gens-là se fassent loger, puisque moi je suis maire d'une ville nouvelle, créée en 67-72, et j'ai 7000 logements, mais qui étaient, quand je suis devenu maire, à 93% des logements sociaux. Donc les gens dont je parle ont des revenus relativement élevés, et qui n'arrivaient pas à se loger. J'ai 3% de logements locatifs libres dans ma commune. C'est-à-dire soit on est propriétaire, et ça c'est comme ça qu'on avait diminué le logement social, soit on est dans le logement social. Quant au logement social, comme c'est une ville qui devait faire 140 000 habitants et qui n'en fait que 14 000, il est clair qu'on ne m'a pas donné des PLS et des plus, mais on m'a collé tous les PLAI de la terre, c'est-à-dire le logement social dans les plafonds les plus bas. C'est-à-dire que dans une agglomération de 100 000 habitants, j'accueille 50%, et j'en suis très fier, des gens qui perçoivent l'allocation adulte handicapé. Je dis parfois que moi qui n'ai que 15 000 habitants sur les 100 000, c'est un peu paradoxal que puisque je représente 15% des habitants, j'accueille 50% des personnes handicapées. Les ménages monoparentales, les femmes seules, les personnes âgées forment. Voilà. Ce qui veut dire que quand vous commencez comme chef de ligne chez Sanofi, que vous devenez ensuite chef d'atelier, eh bien vous devez quitter la ville parce qu'on n'y a pas construit les logements intermédiaires. Alors, les choses s'arrangent un tout petit peu. Je ne sais pas si je vais, compte tenu de ce que j'ai entendu, on ne va pas me jeter des fleurs spécialement, mais on était en B2, on est passé en B1. Et évidemment, ça change énormément de choses. C'est-à-dire que l'ensemble des opérations qui n'étaient pas solvables, qui n'étaient pas possibles, qui n'étaient pas accessibles, le deviennent. Et comme ce changement que je dois au ministre du Logement, pas non plus si je veux me faire applaudir, il y a peu, et évidemment, change toute la donne. Mais de ne pas avoir un parcours locatif ou un parcours immobilier, un parcours de logement complet dans une commune, comme une commune de 15 000 habitants. Voilà. Alors l'ANRU m'a un peu sauvé également, puisque sur 7 000 logements, j'en ai détruit 1 500 sur les conseils de notre ami Borloo, qui a été vraiment le bon ange de la ville. 3 800 ont fait l'objet d'une réhabilitation, 3 000 ont fait l'objet d'une résidentialisation. Mais maintenant que j'en ai détruit 1 500, que la ville va mieux, que grâce à l'ANRU, on a réparé, rassuré et relancé, je me trouve avec 0 vacances et donc une tension ultra forte, ce qui fait que je mets dehors des habitants qui parfois habitaient chez moi depuis 40 ans, mais dont je détruis le logement pour des raisons qui sont celles de l'ANRU et qui sont bonnes, mais que je n'arrive pas à reloger. Donc le B1 est un espoir ou une bouffée d'oxygène. Alors vous allez voir que le petit reportage qui suit va faire écho à ce que vous dites. On va maintenant du côté d'Aurillac, où le développement rapide d'une start-up dans la biotech a mis en lumière toute cette complexité, le lien emploi-logement au niveau local. Regardez. L'image du Cantal est celle de la ruralité par excellence. Mais ce territoire accueille aussi des industries. Comme Biose, basée à Aurillac depuis les années 50, qui est devenu récemment le leader mondial de la fabrication de médicaments à base de bactéries. Alors Biose Industries a beaucoup grandi depuis 2017. On a une centaine de personnes par an qui intègrent Biose Industries, qui vont des stagiaires, des alternants, des techniciens, des opérateurs, des ingénieurs, des pharmaciens, des Bac+8. À la fin, plus de 60% des gens ne viennent pas du Cantal. Et le logement est une vraie question. Quand je suis arrivée à Aurillac, j'avais une journée pour visiter les biens. J'en avais sélectionné 4 au préalable. Il y en a 3 donc, qui étaient en fait en mauvais état ou alors qui étaient très sombres ou pas dans les bonnes configurations, tailles qui me convenaient. Donc j'en ai pris un à la fin donc, qui lui était remis au goût du jour mais qui quand même était dans un bâtiment assez ancien. Donc j'y suis restée 6 mois. Et lorsque j'ai repris mes recherches pour trouver donc un bien à 2 cette fois-ci, on a trouvé beaucoup d'annonces, beaucoup de maisons, mais derrière beaucoup de travaux à mettre pour pouvoir avoir quelque chose de correct d'un point de vue énergétique. L'habitat cantalien, schématiquement, c'est de l'habitat traditionnel majoritairement, avec une performance énergétique qui est nettement améliorée. Nous avons aussi un parc social, je veux dire, qui est de bonne qualité et en nombre. Ce qui nous manque effectivement, c'est du logement privé fait par du promoteur qui est destiné à un autre public finalement. Un besoin d'autant plus important que le nombre de nouveaux venus devrait continuer à augmenter, avec notamment le dynamisme du pôle d'excellence en microbiologie d'Aurillac et les ambitions de développement de Biose Industries.
Sur les 4 prochaines années, on prévoit d'embaucher 200 personnes. Donc ces 200 personnes, 200 emplois, c'est un flux de 500 à 600 personnes. Et donc on va avoir aussi bien des besoins de petites surfaces, plutôt proches du centre-ville, que de maisons avec un jardin. Et c'est cette diversité de logements qu'il faut mettre en place. Depuis quelques années, la communauté d'agglomération et la municipalité d'Aurillac ont engagé des programmes de rénovation des logements du centre-ville et des chantiers de construction de logements neufs. Mais face aux nombreuses contraintes actuelles, est-ce suffisant pour répondre rapidement à l'ampleur de la demande ? Nous nous heurtons, à la faible réserve foncière que nous pouvons avoir, parce que déjà, d'une part, nous n'étions pas un pays traditionnellement très peuplé, et puis on n'a peut-être pas non plus anticipé, je parle des élus, effectivement, cette zéro artificialisation. La loi ZAN, aujourd'hui, crée des contraintes sur le foncier. Et le seul moyen d'arriver à répondre à cette demande, c'est de créer des bâtiments de plus grande hauteur. Sauf qu'aujourd'hui, dans le Cantal et à Aurillac, on a un patrimoine historique qui nous contraint et qui va limiter cette expansion de logements neufs. Ensuite, il y a le financement. On a un vrai sujet, parce qu'actuellement, le coût de la construction a augmenté. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'actuellement, les villes comme Aurillac pourront accélérer à la même vitesse que la demande de la réindustrialisation. Autant de contraintes qui demandent une réponse rapide des pouvoirs publics. La volonté politique, bien évidemment, c'est que le Cantal est un avenir. Et cet avenir, on ne pourra le construire qu'avec les entreprises. Et donc nous, élus, que ce soit le département, les communautés d'agglomération, de communes et les communes, nous devons créer les conditions favorables pour que investisseurs, promoteurs, entreprises et salariés s'épanouissent dans le département. Alors, pour parler de la situation sur sa commune, nous allons en direct voir le maire d'Aurillac, Pierre Matonnier. Bonjour à vous, Pierre Matonnier. Votre territoire est attractif, on vient de le voir. Mais comment est-ce que vous répondez aux besoins de logement qui, on le voit, ne concernent pas que les grandes métropoles, loin de là ? Oui, c'est vrai que la chance d'Aurillac, c'est d'avoir des entreprises dynamiques. Et aujourd'hui, ce territoire est très attractif parce qu'à la fois, il y a la réindustrialisation qui est une réalité avec des entreprises familiales qui existaient et qui rapatrient leur activité. Et puis, le pôle d'excellence, tel que Adrien Niboliès l'a décrit, et qui nous fait arriver sur des emplois privés qui ont augmenté de 10% depuis 2016 sur le territoire. Donc l'objectif pour nous, c'est de trouver des réponses plutôt en milieu urbain, correspondant au parcours de vie des nouveaux arrivants. Et donc, il y a des étudiants, donc du logement étudiant, il y a des chercheurs qui vont venir, et il y a aussi des familles. Donc l'objectif pour nous, c'est d'avoir une offre foncière adaptée, notamment sur des friches qu'on a. On a des friches en centre-ville. Nous avons des terrains constructibles aussi en centre-ville, car aujourd'hui, le PLU avait été bien fait parce que les règles de constructibilité des terrains, c'était sur des dents creuses qui étaient facilitées. Mais on a un problème financier, M. Ginet l'a très bien dit, de participation de l'État au projet de construction, des opérateurs qui viennent très peu, on a très peu d'opérateurs privés parce que peut-être on n'était pas dans les écrans radars de la construction et je m'aperçois qu'aujourd'hui il y a un sujet où on doit appeler à venir des opérateurs privés qui peuvent construire sur des programmes dans la mesure où ils respecteront notre cahier des charges. Alors, vous nous dites qu'il y a des problèmes effectivement de foncier, un patrimoine qui est parfois dégradé, on l'a vu dans le petit reportage. Comment est-ce que vous allez répondre aux besoins de ces employés qui arrivent, là, les 600 par exemple chez Biose? Comment est-ce que vous allez les loger? Alors, donc ça c'est un travail permanent que nous construisons pas à pas sur la rénovation, puisqu'il y a beaucoup de logements vacants à Aurillac. Ça dépend du degré de dégradation. Aujourd'hui, sur le bâtiment ancien, il y a des OPA RU qui vivent et qui vivent bien parce qu'on a de plus en plus de dossiers de rénovation urbaine. Mais ça ne correspond pas nécessairement aux besoins qu'a exprimé la personne que vous avez interviewée, qui a des exigences légitimes de confort qui est peut-être un peu supérieure à ce qu'attendent les étudiants. Donc aujourd'hui, sur les quartiers en cours
notamment le quartier Saint-Eugène, où on a un projet immobilier avec un partenaire. On a sur le site européen du cours d'Angoulême un projet immobilier qui est à construire avec un autre partenaire. Et il faut que dans ces projets immobiliers, il y ait la diversité d'offres au niveau correspondant de la demande de salariés. Donc, des demandes de logements individuels, d'appartements, mais aussi de maisons avec jardin, parce que le pavillon a tous les droits d'exister, et avec aussi la volonté que nous avons de les intégrer à la vie urbaine, c'est-à-dire Aurillac est une ville, oui, je dis, c'est une ville à la campagne. Donc le respect du patrimoine naturel, architectural est indispensable sur les projets de promotion immobilière, mais aussi des bâtiments à énergie positive, voire le plus proche de l'isolation maximum, les services qui sont indispensables, tout ce qui constitue aujourd'hui la qualité de vie que des nouveaux arrivants sont en droit d'exiger d'un territoire qui s'était peut-être endormi, mais le fait que la microbiologie, que la réindustrialisation nous fasse venir de nouveaux habitants, nous n'avons pas le droit d'être absents de ce rendez-vous. Et je m'aperçois notamment sur les mobilités que ce qu'ils veulent, c'est pouvoir aller au travail en vélo. Ces nouveaux arrivants veulent pouvoir aller à l'école, amener leurs enfants en vélo. Tout ça, c'est une opportunité pour la ville d'Aurillac qui peut très bien constituer les 10 à 20 ans à venir. Merci beaucoup. Merci Pierre Matonnier d'avoir joué le jeu, d'être en direct dans ce sommet de la construction. Valérie Devaux, merci, à bientôt. Valérie Devaux, je me tourne vers vous. Vous êtes présidente de la FFB Loire-Atlantique. Votre territoire est aussi concerné par la réindustrialisation, notamment avec les chantiers de l'Atlantique. Vous diriez que Saint-Nazaire, Aurillac, c'est le même combat ? Des similitudes, mais pas tout à fait le même combat, parce que contrairement à Aurillac, Saint-Nazaire, c'est une ville qui est industrielle et de longue date, qui est effectivement portée par de grosses locomotives. Vous parliez des chantiers de l'Atlantique, mais on a aussi 2 usines Airbus. On a aussi une usine General Electric qui procède à l'assemblage des équipements pour l'éolien offshore. Il y a un port, un énorme port méthanier, gazier, charbonnier, roulier, etc. Donc c'est une situation un peu différente, avec une industrialisation qui continue de progresser dans un environnement géographique qui est un peu contraint, puisque à l'ouest, on a l'océan Atlantique, au sud, on a la Loire, puisqu'on est sur l'estuaire de la Loire, et puis au nord, on a les stations balnéaires de Pornichet, La Baule, du Pouliguen. Enfin, voilà, un environnement géographique aussi qui est contraint. Isabelle Le Gahenec, peut-être vous avez des conseils à nous donner, parce que Vitré, dont vous êtes maire, est souvent citée comme une ville modèle, avec un taux de chômage de 5%, un écosystème industriel fort, une population qui croît. Est-ce que vous avez une recette miracle ? En fait, comme Saint-Nazaire, nous sommes un territoire qui est industriel depuis des années, avec une volonté forte des élus d'accompagner le soutien à l'industrie et de, comme ça a été dit tout à l'heure, créer les conditions en fait de ce développement de l'industrie. Ces conditions, elles ont passé par le foncier, et donc il n'y a pas une seule conversation aujourd'hui qui ne conclut pas sur la question du foncier, et ça nous inquiète beaucoup. Les conditions favorables, c'est aussi une fiscalité modérée pour les entreprises. Les conditions favorables, c'est aussi la formation des salariés, vous l'évoquiez, et c'est enfin le logement. Aujourd'hui, nous sommes donc, c'est pas à 5%, mais à 3,6% de taux de chômage, et ça fait des années que ça dure. Ça fait des années que ça dure, et on arrive avec les entreprises, ça a été dit et c'est très juste, on ne fait rien sans les entreprises. Et nous, à Vitré Communauté en particulier, on écoute les entreprises et on est au service de ces entreprises. On a une direction du développement économique qui a créé un club RH avec les DRH, donc des entreprises qui sont présentes sur notre territoire. Pour vous situer le territoire, donc on est aux portes de la Bretagne. La ville de Vitré, c'est 19 000 habitants. Le territoire, c'est 83 000 habitants. Et on est à mi-chemin entre Laval et Rennes. Donc on a un territoire qui s'est développé à partir de l'agriculture. 40% des salariés travaillent dans l'industrie
Et 40% de ces salariés travaillent dans l'industrie agroalimentaire. Mais au fil des années, pour ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier, on a diversifié. On a des fleurons, notamment, je pense, vous parliez d'une entreprise qui va recruter 200 personnes. On a par exemple Thales qui recrute 200 personnes, une autre entreprise de l'agroalimentaire qui en recrute 100. Donc à chaque fois, on reprend le travail avec les services de Vitré Communauté. On a une personne qui est dédiée à Vitré Communauté, qui est l'interlocuteur privilégié de tous les directeurs des ressources humaines de nos entreprises et qui les aide à trouver du logement. Mais je vais revenir parce que je pense, et merci à la Fédération française du bâtiment de pousser les feux sur l'environnement favorable qu'il faudrait en France pour produire davantage. Donc qui les aide sur le logement, qui leur dit voilà les services à la population, voici où vous pouvez inscrire vos enfants, les écoles, les crèches et les services de santé. On est vraiment au service d'eux et la direction du développement économique a cette mission très précise et ce depuis des années. Et ça finit par fonctionner parce que territoire très industriel, 3,6 de taux de chômage et malgré tout, ça se poursuit. Mais il y a quelques nuages qui commencent à se monceler au-dessus de nos têtes, comme ce que vous avez dit, le ZAN, très inquiétant pour nous. Aujourd'hui, d'après les calculs qui ont été faits, Vitré Communauté n'a droit à, déjà ça, j'ai un peu de mal, 227 hectares. Eh bien, dans les 10 années qui se sont écoulées entre 2011 et 2021, on a consommé à peu près 2 tiers de notre foncier pour de l'habitat et 1 tiers pour du développement économique. A priori, on devrait continuer comme ça si on ne nous imposait pas cette règle. En 3 ans, si on ne répond qu'aux demandes des entreprises sans faire de prospection, des entreprises qui sont déjà présentes et des entreprises qui ont des projets à cet endroit-là, en France, on aura en 3 ans consommé ce à quoi on avait droit. Et j'observe des territoires qui commencent à arbitrer entre l'activité économique et l'habitat. Pas forcément en faveur de l'habitat. Il faut les deux. Voilà, donc nous, on avance vraiment et on veut travailler sur l'ensemble des leviers. Donc cela, ça nous inquiète. Le PTZ, et merci de dire que la suppression du PTZ en zone C et pour de l'individuel, c'est mortel pour nos territoires. La Fédération française du bâtiment a publié une carte qui est assez explicite sur tous les territoires qui sont exclus. Donc c'est 93% du territoire, me semble-t-il. Mais oui, nous ce qu'on dit, et c'est le message que l'on porte aussi avec David Lisnard, le président de l'AMF. D'ailleurs, l'AMF pourrait rejoindre l'Alliance. Enfin, c'est une proposition. Enfin, j'en ai pas parlé. Comme il a dit qu'il allait écouter les conclusions du sommet, voilà. Mais franchement, voilà, il l'a dit. Aujourd'hui, la situation n'est pas la même partout. Donc, imposer une règle qui est la même, 50% de votre consommation dans les 10 ans qui viennent, alors que les besoins ne sont absolument pas les mêmes, qu'il y a des endroits où il y a du logement vacant, qui a besoin d'être rénové, d'autres endroits où il faut faire du neuf. Et nous, on travaille à Vitré Communauté, à la fois sur la production de neuf, la construction neuve. On doit travailler sur la rénovation. Donc oui, la prime rénov', c'est une bonne nouvelle. Effectivement, l'enveloppe a été augmentée, mais le président Saleron l'a dit tout à l'heure, c'est tellement complexe. Moi, ça y est, on vient de me dire qu'à Vitré Communauté, alors qu'on a une maison du logement, pour aider les gens à accéder, à rénover, etc., ça y est, on commence à avoir moins de demandes, alors qu'il devrait y en avoir davantage. Et puis la remise sur le marché des logements vacants. Donc ça passe aussi par un travail à faire avec les propriétaires, parfois des problèmes de succession, mais ça passe aussi parfois par de la fiscalité. Donc ce qu'on demande, nous les maires, et en particulier les maires de France, c'est d'avoir la possibilité effectivement de gérer le zonage, c'est un vrai problème aujourd'hui, peut-être de nous laisser la liberté aussi, en fonction de ce qui se passe sur nos territoires, d'avoir une fiscalité incitative. PTZ, première chose. Et deuxième chose, la fin du Pinel, qui nous permettait quand même d'avoir des investisseurs privés qui construisaient pour louer. Ça nous a beaucoup aidé à Vitré Communauté. On a en ce moment, après 4-5 ans, des produits qui sortent. Parce qu'on ne l'a pas dit, je souhaite bonne chance au maire d'Aurillac, je suis en soutien avec lui. C'est long, c'est lent, et puis vous rajoutez les recours. Voilà, donc la fin du Pinel, peut-être que ce n'était pas le bon système, mais de grâce le remplacer par quelque chose qui soit incitatif pour les investisseurs privés
qui ont quelques moyens, qui sont peut-être déjà eux-mêmes propriétaires et qui peuvent construire ou racheter pour louer. Voilà, moi je dis, nous on crée les conditions favorables à l'échelle de nos territoires parce qu'on en a la capacité. Il faut absolument, et vous verrez le ministre du Logement tout à l'heure, et nous sommes allés le rencontrer, créer aussi cet environnement favorable et souple, avec des règles assez durables quand même, pour nous permettre effectivement d'agir et de signer des permis de construire. David Lisnard l'a dit tout à l'heure, c'est pas qu'on veut pas signer les permis de construire, c'est que là, il y en a de moins en moins. De moins en moins. Moi, je suis maire depuis 2020. Il n'y avait pas eu de retard, pas eu de freinage à l'allumage. Et là, ça commence, avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, et les primo-accédants qui n'ont pas accès au crédit et qui, sans prêt à taux zéro, ont encore moins accès au crédit. Juste d'un mot. D'un mot, parce que le temps file, donc d'un mot, est-ce qu'il y a du logement social à Vitré ? Oui, bien sûr. Nous sommes soumis à la loi SRU, cher Emmanuel, et nous respectons la loi SRU, en tout cas à Vitré. Et donc on fait très attention, en fait, parce qu'on fait bien sûr de la rénovation urbaine, sans les crédits de l'ANRU, parce que nous ne sommes pas concernés, mais on fait de la rénovation urbaine, et à chaque fois qu'on construit un nouveau quartier, on équilibre, on a 20% à respecter, donc c'est ni plus ni moins, mais c'est systématiquement respecté. Et on travaille très bien avec les bailleurs sociaux, et on les soutient. Nous étions ensemble au congrès de l'USH à Nantes. C'est important dans une ville comme la nôtre, je vous l'ai dit, elle est industrielle, donc on a une part d'ouvriers et d'employés qui est supérieure à 50%, et donc il faut aussi leur proposer du logement. Mais on veut travailler sur le parcours résidentiel. Il y a le rêve de démarrer peut-être par du logement social, ensuite peut-être louer dans le privé, et ensuite accéder à la propriété. C'est un rêve que nous, les élus, on continue à essayer d'encourager. Mais c'est vrai que pour ça, il faut les conditions optimales. Merci beaucoup Isabelle Le Callennec. Transition toute trouvée sur le logement social avec vous, Bruno Arcadipane. Vous êtes président d'Action Logement, je le rappelle, qui est un groupe paritaire. Alors, tous les jours, et on l'évoquait à l'instant, on entend parler d'entreprises qui ont du mal à recruter parce qu'elles ont du mal à loger ensuite et trouver des logements abordables pour leurs salariés. Comment est-ce que vous intervenez, vous ? On intervient de plein de manières que je vais essayer de vous expliquer dans le peu de temps qui nous reste, mais on est surtout extrêmement à l'écoute. Ce que l'exécutif ne fait pas. Ça a été très politiquement correct jusque-là. Comme il reste peu de temps, je vais dire deux, trois vérités. Alors, déjà, Claire, le logement social, ce n'est pas du sous-logement. C'est les mêmes que les autres. Je le dis devant le président de la FPI, le logement social est construit à 50% par nos équipes, inventé, dessiné et construit, et à 50% acheté en VFA au même promoteur que dans le privé. Donc, il n'y a pas de sous-catégorie de logement en France. Il n'y a aucun bailleur social qui achète aujourd'hui des produits déstockés, dérivés, déclassés, etc., etc. Donc, le logement en France est de très bonne qualité et parfaitement bien construit. Là, vous pourriez vous applaudir parce que c'était pour vous. Bon, ensuite, vous l'avez compris, on est obligé d'avoir une caisse à outils monumentale. Parce qu'entre les problèmes de Luc, qu'il a exposé de façon très claire, avec deux sujets sur lesquels je reviendrai de façon peut-être un peu plus détaillée, qui est la temporalité, que personne ne mesure et que personne ne regarde de près. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait des constructions, avant qu'il y ait de la réindustrialisation, il y a un chantier. Et pour faire un chantier, il faut loger des salariés. Et on parle de centaines, voire de milliers de salariés qui arrivent sur une zone qui, souvent, n'est pas un centre-ville de grande métropole. Voilà, c'est très bête à dire, mais là aussi, il faut être ultra cash. Et en France, on ne sait pas mesurer cette temporalité. On ne sait même pas, pour être très clair, prévoir. Quand il y a des milliers de besoins, comme l'a dit Luc de façon très claire, à Gravelines, qu'on rajoute des méga-factories à côté, qu'au même moment, pas 10 ans après ou 15 ans après, on construit le canal Seine-Nord. On attire forcément des milliers
de salariés. Quand le président de la République décide tout seul de mettre l'Institut de la francophonie à Villers-Cotterêts, moi, je vous invite à aller voir Villers-Cotterêts. C'est un château magnifique. J'ai eu la chance de le visiter avant tout le monde. C'est des milliers de personnes qui ont travaillé pendant plus de 3 ans sur ce chantier, en plein milieu de l'Aisne, toujours en Hauts-de-France, où il n'y a rien. Les ouvriers n'avaient même pas une boulangerie pour aller acheter un sandwich le midi. Donc vous logez, je ne vous explique pas. Donc on a quelques problèmes structurels et d'ingénierie. Je vous garantis que si nous gérions nos boîtes de la même façon, le tribunal de commerce serait prêt extrêmement rapidement. Alors, ensuite, si je passe à ma droite, je me suis jamais exposé plusieurs sujets. Là aussi, comment on gère les saisonniers? Je suis champenois. Quand j'étais gamin, toutes les vendanges étaient réalisées par des étudiants. Et on se faisait tous un peu d'oseille pour payer soit nos vacances, soit nos études, etc. etc. Aujourd'hui, c'est fait que par des Bulgares. Au mieux, des Roumains ou des Polonais. Pourquoi? Je suis désolé, je le dis de façon très claire, et c'est toute la Champagne qui est comme ça. Il y a le groupe MHTS, enfin LVMH et donc sa filière MHTS, mais c'est surtout l'ensemble des milliers de vignerons. Ils avaient tous un logement pour recevoir leurs saisonniers. Eh bien, l'encadrement législatif a décidé que les logements dans lesquels on mettait nos saisonniers n'étaient plus adaptés. Et donc, il fallait faire des milliers de travaux, des milliers d'euros de travaux dans ces trucs qui ne servent que 15 jours par an pour pouvoir continuer à recevoir les saisonniers. Ben, vous savez quoi? Un chef d'entreprise, ça s'adapte plus vite que la loi. Ça va plus vite et c'est plus malin. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait venir de la main-d'œuvre étrangère. J'ai des amis très proches vignerons. Ils n'ont pas un Français qui travaille dans leur vigne pour récolter le truc. Et ces saisonniers, vous allez les retrouver à droite ou à gauche. Et si on n'est pas capable demain de faire bouger, par exemple, cette fameuse loi montagne. À la montagne, aujourd'hui, un logement, un salarié pour les saisonniers. Mais les mecs, ce qu'ils veulent, c'est quand ils touchent 1 500 € de salaire pendant la saison, c'est pas mettre 700 € de loyer. Ce qu'ils veulent, c'est avoir des loyers à 300 €. Et bien ça, un groupe comme le nôtre a la puissance d'acheter une résidence de vacances complètement détériorée, usagée, etc., et d'en faire des logements pour les salariés. Le maire d'Aurillac a dit tout à l'heure, en gros, il faut reconstruire la ville sur la ville. Il y a un truc qui s'appelle Action Cœur de Ville en France. La partie logement est prise en charge par Action Logement. On a mis 1,5 milliard dedans. Ce 1,5 milliard a donné une offre nouvelle, totalement nouvelle, de 25 000 logements. En achetant quoi? Des dents creuses. Des dents creuses à Aurillac, etc., pour reconstruire des logements neufs ou quasi neufs, c'est-à-dire une réhabilitation totale et complète qui donne les mêmes normes qu'un logement totalement neuf. Eh ben, ce sont 12,5 millions qui ont été investis à Aurillac, dans le cœur de ville d'Aurillac. Et si vous prenez sa petite sœur qui est juste à côté, qui s'appelle Arpajon-sur-Cère, où on a mis 2,8 millions, eh ben, ce sont près de 15,4 millions d'euros qui ont été investis dans les centres-villes de ces villes moyennes françaises, de 2 villes moyennes que très peu d'entre nous connaissent. 1,5 milliard en 3 ans d'Action Cœur de Ville. On vient de re-signer notre convention quinquennale et on s'est de nouveau engagé à mettre 1 milliard d'euros dans les 5 ans qui viennent dans Action Cœur de Ville. Parce que ça fonctionne, parce que ça crée quelque chose, une offre nouvelle. Juste après, j'ai fini. Aujourd'hui, opposer la construction neuve à la réhabilitation, c'est totalement débile. Je suis désolé, je ne sais pas pourquoi on veut nous faire croire ça. Et le dernier point, il y a toujours ce vieux serpent de mer qui dit il y a 840 000 logements neufs en France, les Français n'ont qu'à aller habiter
il y a 840 000 logements vides, pardon. Les Français n'ont qu'à aller habiter là où il y a des logements vides. Eh ben, je suis désolé, les Français vont habiter là où il y a du travail. Et donc, ce qu'il faut regarder, c'est pas qui est classé A1, B2 ou C. Il faut regarder où sont les bassins d'emploi et où les Français ont envie d'aller vivre. Et c'est là où il faut proposer les réhabilitations et les constructions neuves de demain. Voilà, merci beaucoup, Bruno Arcadipane. Merci d'avoir tenu les temps, parce qu'en effet, on arrive à la conclusion de cette table ronde. Valérie Devaux, je vous laisse le mot de la fin de tout ce qu'on a dit là pendant 45 minutes. Qu'est-ce que vous retenez? Quel est votre mot de conclusion? Eh bien, je retiens qu'on a des industriels qui ont des problématiques différentes, mais en fait, toutes les solutions qu'ils suggèrent reposent sur un diptyque, c'est l'emploi et le logement des salariés. Et Bruno Arcadipane le confirmait à l'instant. Et effectivement, j'ai interrogé il y a quelques jours le directeur général de Nantes-Saint-Nazaire Développement, qui est la SEM qui accompagne les porteurs de projets qui souhaitent s'installer en Loire-Atlantique. Et il me disait, il y a 10 ans, un porteur de projet cherchait un foncier pas cher et cherchait des compétences. Et aujourd'hui, il y a une troisième exigence qui est incontournable et qui est systématique, c'est le logement, c'est pouvoir loger les salariés. Donc effectivement, c'est une nécessité pour chacun d'entre nous et pour la réindustrialisation qui est quand même une ambition forte de notre pays. Et donc, il va falloir trouver des solutions plurielles parce qu'effectivement, les solutions ne peuvent pas être les mêmes suivant qu'on est en zone dense ou peu dense, qu'il y ait du bâti ancien de qualité ou pas, qu'on soit dans des zones tendues ou pas tendues. Donc effectivement, il faut... on va avoir aussi à travailler sur les friches, mais ça, c'est du long terme. Et puis, il y a des endroits où ce n'est pas faisable. Si je reviens sur l'exemple de Saint-Nazaire, les friches industrielles, elles se trouvent pour certaines et pour beaucoup d'entre elles dans des zones qui sont maintenant classées en submersion marine, donc des zones qui seront difficilement utilisables pour le logement. Il y a parfois des situations dramatiques. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette petite citation d'un article du Monde. À Saint-Malo, une dame, une agent immobilier qui dit « Je vois à Saint-Malo des gens, pour la première fois, qui dorment dans leur voiture, ils bossent en entreprise, mais s'ils ont les moyens de payer un logement, ils n'en trouvent pas. » Ça donne quand même des situations hallucinantes. Pardon, je peux me permettre parce que je suis voisine. Même bonjour aux Bretons, mais à Saint-Malo, il s'est beaucoup construit. Donc il faut aussi, et c'est tout le rôle des élus, qu'on construise en qualité et en quantité pour répondre aux besoins. Et c'est tout l'intérêt de ce qu'on appelle les programmes locaux de l'habitat. Chez nous, ce sont des PLH. Parce qu'ils sont intercommunaux, nos programmes locaux de l'habitat. Il faut que les produits qui sortent correspondent aux besoins et au pouvoir d'achat. Donc on est très soucieux, nous les maires aussi. Et là, je me permets de vous lancer une question sur les coûts de la construction. Les coûts de la construction, moi, hier, j'étais avec un promoteur. Voilà, je lui ai demandé, vous sortirez ce projet à combien ? À 4 000 euros donc, le mètre carré, ça commence à faire assez cher pour Vitry. Voilà. Donc on doit les uns et les autres. Donc c'est une question de marché, ce que disait David tout à l'heure, une question de marché aussi. Donc il faut qu'on soit très vigilant. Pour certains, 4 000 euros, ça doit être rien du tout. Ouais, pour nous, ça commence à faire. Voilà. Et je vous citais des salaires d'ouvriers et d'employés. Donc voilà, on doit vraiment... Et ça, on ne peut le faire qu'ensemble, c'est ce que vous avez dit très justement. Valérie Devaux, pardon, je vous ai interrompu, vous étiez en train de faire la conclusion. On fait comment avec tous les impondérables qui sont aussi maintenant la ZAN, l'équation écologique, comment fait-on ? Je crois qu'on l'a tous un peu suggéré. Il y a des situations, enfin, il y a l'urgence. Il faut travailler sur deux temporalités. Aujourd'hui, on a besoin de libérer du foncier. On a besoin de construire des locaux d'activité, des usines, enfin, de réindustrialiser le pays. Mais il faut aussi loger tous les salariés qui vont devoir participer à ces constructions et puis faire vivre ces équipements ensuite. Donc ça se repose que sur de la construction neuve. Ça ne peut pas être autrement. Et puis... effectivement, il faut travailler sur les friches, sur les centres-villes dégradés. Mais ça, c'est du foncier qui permettra de construire dans 5 ou 10 ans. L'urgence, elle est aujourd'hui. Donc il faut travailler sur ces deux temporalités, c'est absolument indispensable. Et puis, Isabelle Le Callennec l'a dit tout à l'heure, il faut faire confiance aussi à l'intelligence collective du territoire. Les élus locaux et le monde économique, on travaille la main dans la main. Enfin, c'est partie de notre culture, de notre ADN, c'est notre quotidien. Donc un cadre national, un cadre général national qui définisse les règles, ok, mais après qu'on nous laisse les moyens d'agir localement. Eh bien, merci à tous les 5 pour ces échanges passionnants.
Merci beaucoup. On a parlé un petit instant, Luc Rémond, juste, pardonnez-moi, parce que je vais vous parler maintenant de la deuxième table ronde. On a parlé de réindustrialisation, il y a aussi le logement qui est au cœur du pacte social en France. C'est une grande préoccupation pour beaucoup, et c'est ce que nous allons aborder dans notre deuxième table ronde. Merci encore à tous les 5.